Bonjour, chers amis, chères toutes, chers tous. Bienvenue sur ma chaîne Culture Média Algérie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur depuis déjà longtemps, quand on a décidé de supprimer les mathématiques des classes de terminale ou comme matière d'examen dans les classes de terminale, lettres et langues. Et aujourd'hui, on vient apparemment de supprimer la philosophie dans les classes d'examen des sciences et des techniques. Et on a, semble-t-il, du moins si j'ai bien compris la réponse du ministre de l'Éducation nationale, confondu littérature et philosophie. Alors ce sont deux mondes tout à fait différents. C'est différent, c'est beaucoup plus complexe. Je vais essayer de parler ici de la place, ou plutôt l'absence de place, de la philosophie des mathématiques dans notre système éducatif et la manière dont notre espace public traite ceux qui osent le rappeler. Quand je parle donc de cette confusion entre littérature et philosophie, c'est parce que cette confusion existe depuis très longtemps, très longtemps, dans nos classes de terminale et même dans les départements de philosophie, même dans les départements de philosophie à l'université. Ce texte d'aujourd'hui est né d'une indignation, celle de voir un spécialiste en pédagogie subir ces derniers temps une volée d'anathèmes, d'insultes et d'étiquetages faciles, confortables, sans qu'aucune investigation sérieuse de son discours n'ait jamais été menée. Il a le droit de défendre une idée, comme chacun de nous a le droit de la contester, de la discuter, de la critiquer, mais sans tomber dans l'anathème, dans l'insulte. Ce n'est pas un cas isolé, ce n'est pas la première fois, surtout ces dernières années. Donc ce n'est pas neutre. S'attaquer à la philosophie et aux mathématiques n'est nullement neutre, comme on l'avait fait il y a très très longtemps par rapport à Ibn Rushd et par la suite Ibn Khaldoun. Même Ibn Khaldoun et Ibn Rushd ne sont pas admis, ne sont pas acceptés jusqu'à présent. Donc, ce n'est pas un cas isolé, c'est le symptôme d'un mal plus profond. Les très bons techniciens ne comprennent souvent rien au bavardage parce que ce qu'ils veulent mettre en place, ce sont des projets où ils essayent d'expliquer des choses en partant du terrain. À partir d'une nécessaire neutralité axiologique, pour reprendre Max Weber. Les extrémismes se portent bien avec le bavardage. Il m'arrive souvent de vivre ce type de situation, mais je reviens toujours à ce verset. Pratique le pardon, ordonne le bien et détourne-toi des ignorants. Et détourne-toi des ignorants. Il y a quelque chose de profondément révélateur
dans la façon dont certains débats se règlent aujourd'hui chez nous, non pas par l'argument, mais par l'invective, l'insulte, non pas par l'investigation d'un discours, mais par l'étiquette facile, confortable, qu'on lui colle à la hâte. Le spécialiste en pédagogie, qui ces derniers temps se voit attaqué de toutes parts, insulté, réduit à des raccourcis, sans qu'on ait pris la peine de lire réellement ce qu'il dit, n'est que le dernier exemple en date d'une tendance ancienne, celle qui consiste à disqualifier la pensée dès qu'elle dérange et à substituer au débat le procès d'intention. Ce n'est pas un hasard si cette hostilité vise précisément quelqu'un qui défend la place de la philosophie et des mathématiques dans notre enseignement. C'est du moins ce que j'ai compris dans son entretien. Car depuis des décennies, ces deux disciplines fondamentales sont méthodiquement réduites, amputées, marginalisées dans nos établissements scolaires et universitaires. Et ce choix n'est pas neutre, il est idéologique. Il est frappant de constater que dès qu'une voix s'élève pour rappeler l'importance de la philosophie et des mathématiques, parce que l'une ne va pas sans l'autre, ni la discipline philosophique, ni la discipline mathématique. Bon, je ne sais pas si je prends comme ça un philosophe, Diderot par exemple. Diderot est philosophe et mathématicien à la fois, parce que c'est le lieu de l'abstraction, c'est le lieu de l'interrogation, du questionnement. Donc, et donc c'est pour rappeler l'importance de la philosophie et des mathématiques dans la formation des esprits. Elle se voit immédiatement la cible d'attaques qui n'ont plus rien d'intellectuel. Anathème, insulte, étiquetage, sommaire, procès d'intention, des jugements de valeur, pas de jugement de fait. On ne discute pas ces arguments, on l'accable. C'est facile. Il y a le bûcher. On ne lit pas son propos, on le caricature. C'est vrai que chez nous, il faut le dire, et avec force, on ne lit pas beaucoup. Et on n'aime pas beaucoup la lecture, ni ceux qui réfléchissent. Ce mécanisme n'est pas nouveau dans les sociétés en crise. L'ignorance se sacralise et prend la place du savoir. N'importe qui peut parler, bien entendu, sans arguments. Aujourd'hui, en plus, il y a les réseaux sociaux. Bon, tout le monde peut parler de tout. Et les spécialistes sont considérés comme moins que rien. L'ignorant a l'illusion qu'il sait. Et ce sont souvent les moins informés qui occupent le devant de la scène, pendant que ceux qui savent sont réduits au silence, au sommet de se justifier. Platon l'avait déjà expliqué, l'avait déjà montré. Il le dit dans la République. L'opinion se situe quelque part entre la science et l'ignorance. C'est précisément dans cet entre-deux flou que prospèrent les procès sommaires que nous vivons. C'est cette foule
La foule prend du poids. C'est ce que dit Gustave Le Bon dans la psychologie des foules. Gustave Le Bon, dans la psychologie des foules, il explique, il observe que la foule ne raisonne pas, mais pense par association d'images. On ne juge plus un discours sur sa cohérence, mais sur l'image qu'on veut bien lui coller. Un bon technicien de l'éducation, un pédagogue qui part du terrain, dérange précisément parce qu'il refuse les postures. Aujourd'hui, tout le monde se fait historien en pensant que être historien, c'est raconter des histoires. C'est plus complexe que ça. Donc, le bon technicien, l'historien, le sociologue veut des dispositifs, des objectifs didactiques clairs, une distance critique, pas des slogans. Et c'est peut-être cela, au fond, qu'on ne lui pardonne pas. Parce que quand un spécialiste parle, l'ignorant doit se taire, doit écouter. Et ça, il ne l'aime pas. Il veut aussi parler. Parler pour dire quoi? Il faut le dire clairement. Chez nous, la philosophie a été réduite à la littérature et depuis déjà longtemps. Des enseignants de littérature arabe ou de littérature donc enseignent la philosophie, alors que la philosophie c'est un autre monde. Alors que ces deux disciplines, la littérature et la philosophie, n'ont structurellement pas grand-chose à voir. La philosophie n'est pas un genre littéraire, qu'on s'entende. La philosophie n'est pas un genre littéraire. C'est le lieu du doute, de l'interrogation systématique, de la remise en cause des évidences. Pour le philosophe, il n'y a pas d'évidence. Il y a la question, il y a le questionnement. Descartes le rappelait déjà en parlant du doute, en soulignant l'importance du doute. C'est donc la philosophie, comme je l'ai dit, c'est le lieu du doute. Le doute est le commencement de la vérité. Le doute est le commencement de la sagesse. Mais la sagesse n'est pas vue, elle est vue comme lieu de vérité. Là aussi, il faut qu'on redéfinisse ce qu'on entend par sagesse. Généralement, les enseignants de littérature pensent qu'il est très facile de définir la philosophie en essayant de faire un travail lexical, de type lexical. Philos, Sophia. Non, pas du tout, c'est plus complexe. Spinoza a apporté énormément de choses à cette définition de la philosophie, à la grandeur de la philosophie, en disant que les hommes se croient libres simplement parce qu'ils ignorent les causes qui les déterminent. Enseigner la philosophie, c'est ne pas faire lire de beaux textes. Enseigner la philosophie, ce n'est pas du parcourisme. Enseigner, au contraire, c'est l'antithèse de ce qui est reproduit. C'est contre la reproduction. C'est l'interrogation, le questionnement de toute production. Parce que la philosophie, c'est surtout apprendre à interroger,
à interroger, à démontrer les certitudes, à démonter les certitudes, à montrer que ce qui est considéré comme certain et sûr ne l'est pas finalement. On peut y arriver à ça. Et c'est le travail du philosophe, qui est en lien, on essaiera de le voir par la suite, avec le mathématicien. Avec les mathématiciens. Je ne sais pas comment les mathématiciens ont été formés chez nous, et à ouvrir l'esprit. Et à ouvrir l'esprit. De la même manière, les mathématiques ont été réduites dans nos classes à de simples opérations de calcul, à de simples équations, alors qu'elles sont fondamentalement une discipline de l'abstraction. Bachelard le disait déjà. Il disait que les mathématiques sont tout simplement la poésie de la pensée abstraite. Einstein, lui aussi, parlait de poésie des idées logiques. C'est vrai, il y a ce mariage entre poésie, qui est un genre littéraire, et les idées logiques. Einstein. Mais au-delà de la formule, il faut mesurer, il faut expliquer, il faut comprendre, il faut cerner, saisir ce que cette abstraction rend possible. Les mathématiques ne sont pas cantonnées aux salles de classe. Elles sont partout. Elles sont partout. Elles structurent tout un monde. Elles structurent le monde, la géopolitique, la modélisation des rapports de force, la théorie des jeux. Oui, la théorie des jeux. Grâce à Nash, prix Nobel. Elle marque, elle traverse, elles irriguent la médecine, la chimie, le médicament, l'épidémiologie, l'imagerie, les essais, donc la chimie, l'éducation, la psychométrie, l'évaluation des apprentissages, la psychologie, la modélisation cognitive, la psychologie, la géopolitique, les études géostratégiques. Donc, ce n'est pas uniquement la géographie. Oui, la géographie. C'est grâce aux mathématiques que la géographie a avancé. C'est grâce aux mathématiques. C'est grâce donc rien, rien aujourd'hui n'échappe à la pensée mathématique, même la littérature. Même la littérature. Donc, enlever les mathématiques des séries littéraires ou langues, c'est fausser la formation et le débat didactique. La marginaliser, donc marginaliser cette discipline, la mettre de côté, c'est priver toute une génération du langage, même par lequel se pensent et se décident les grands enjeux du monde contemporain, y compris aujourd'hui l'intelligence artificielle, qui repose entièrement sur l'algorithmique, la logique et bien entendu l'abstraction. Oui, la logique mathématique.
Une machine peut, et c'est tout à fait normal, comme le dit Alan Turing, surprendre par ses réponses. Mais elle est incapable, elle ne peut en aucun cas dépasser les limites de la logique qu'on lui a imposée. Sans mathématiques, sans philosophie de la logique, l'intelligence artificielle elle-même n'aurait aucun fondement. Elle n'existerait pas. On nous chante chaque fois, chaque jour, chaque moment les bienfaits de l'intelligence artificielle, alors que sans les mathématiques et la philosophie, elle n'existerait pas, cette intelligence artificielle. Donc, reprenons raison. Les mathématiques et la philosophie sont deux disciplines fondamentales, grâce auxquelles nous pouvons avancer maintenant dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Nous pouvons avoir aussi notre regard, peut-être. Et pourtant, on en parle aujourd'hui presque exclusivement sous l'angle éthique, en ignorant ses soubassements réels. Peut-être un jour, on comprendra. Espérant que d'ici là, ce ne sera pas trop tard. Il est révélateur à ce titre, parce que, et je reviens, c'est très important, parler de l'école, parler des outils didactiques, pédagogiques, c'est important. Parler des objectifs, qu'est-ce que nous voulons, nos intérêts, c'est ça le plus important. C'est ça le plus important, c'est à partir de là que nous devrions discuter. Discuter en faisant appel à la raison, en excluant tout anathème, en comprenant que l'autre, quelle que soit la personne, quel que soit le point de vue, quelle que soit l'idée, a sa vérité avec laquelle je peux ne pas être d'accord. Mais il a le droit de la défendre. Il a le droit de nous donner ce qu'il en pense. Et c'est ça, justement, qui est important. Il est révélateur à ce titre que les réformes pédagogiques récentes, y compris celles annoncées pour la rentrée 2026-2027, renforcent l'anglais, introduisent l'informatique dans les filières scientifiques. L'anglais ne peut en aucun cas, ou quelque langue que ce soit, remplacer la philosophie et les mathématiques. L'anglais, comme le français, comme l'italien, comme l'arabe, ne peut produire du savoir ni de la connaissance. Ce sont uniquement des outils de communication. On peut décider comme ça, en cas de désaccord, de rompre avec telle ou telle langue. Là n'est pas le problème. Là où c'est fondamental, là où c'est important, ce sont ces deux disciplines, la philosophie et les mathématiques, parce que pour les autres, on peut en parler pour la question des langues, la question de la langue. Mais là aussi, il faudrait prendre des décisions réfléchies, en prenant son temps et en faisant appel aux spécialistes de la pédagogie et aux spécialistes et d'autres disciplines, notamment la didactique, etc. Mais c'est très, très important. Donc, on ne peut pas laisser la philosophie dans l'angle mort du débat public, comme une discipline seconde, presque décorative. Je ne sais pas ce qui a poussé les uns et les autres de considérer que les mathématiques et la philosophie devraient être en seconde position, en troisième ou en quatrième, je ne sais pas quelle position. Pour l'une, les mathématiques dans les lettres et les langues,
et pour l'autre dans les disciplines dites techniques et technologiques. Bah, on révise les grilles horaires, on ajoute des matières techniques, mais on ne s'interroge presque jamais sur la place qu'occupe l'apprentissage du doute et de la démonstration rigoureuse dans la formation du citoyen et dans la formation du spécialiste tout court. Par le doute, c'est important. Le questionnement, c'est important. Pour un chercheur, s'il ne doute pas, il n'arrivera jamais à rien. Que ce soit en chimie, en physique, en littérature, en communication, en économie, partout. Le questionnement et le doute sont des espaces fondamentaux. Fondamentaux. Et c'est pour cette raison qu'il serait bon que l'élève, que l'enfant apprenne dès le début de la scolarité à douter, à se poser des questions, à s'interroger, à interroger le monde, à s'interroger sur son rapport à l'école, sur son rapport aux objets, sur son rapport à la matière, et sur aussi son propre apprentissage. Franchement, je le dis, la question des langues ne m'intéresse pas en tant que chercheur, parce que qu'on enlève ou qu'on ajoute au gré des désaccords, la langue ne produit pas de savoir. Elle ne produit pas le savoir ni la connaissance. On peut dire ce qu'on veut. La langue est un moyen de communication. La langue est un moyen de communication. Et Rabbi Subhanahu nous a permis de comprendre des langues, d'essayer de comprendre le maximum de langues. Et ça, c'est très important. Et toutes les langues sont la propriété de Dieu. Quelle que soit la langue, il n'y a pas de langue sacrée. Ça n'existe pas. Le texte coranique est sacré. Cette marginalisation donc, de la philosophie et des mathématiques n'est pas tombée du ciel. Elle a une généalogie. Elle a une origine. Moi, je crois que depuis les années 80, il y a au niveau de l'enseignement une sorte d'anarchie. Soit au niveau des programmes, au niveau des manuels, au niveau de la confection un petit peu des programmes d'enseignement et des manuels. Depuis la mise à l'écart de Mohamed Siddiq Ben Yahya de l'enseignement supérieur et de Mustafa Al-Sharaf de l'éducation nationale, Mustafa Al-Sharaf est un spécialiste et un enseignant de langue arabe. L'école et l'université ont progressivement glissé vers des lieux où la reproduction est reine et où l'interrogation devient suspecte. Ces deux hommes portaient une vision ambitieuse de l'éducation, conçue comme un véritable levier de transformation sociale et culturelle. Donc leur départ, l'un a été tué par un missile irakien et l'autre a été donc obligé de quitter juste après le décès quitter le gouvernement juste après le décès de Houari Boumediene, ne figurant plus dans le gouvernement d'avril 89 qui a été installé par Chadli Ben Jdid. 79, pardon. Avril 79. Parce que leur éviction, donc leur départ, a ouvert la voie à une autre logique. Parce qu'il faut voir, il faut lire les textes de Ben Yahya et de l'Esharf. Ben Yahya, notamment à la RES,
où il insistait sur une dimension qui est importante, la pensée critique. Il accordait une place importante à la philosophie et aux mathématiques. Tout tournait, tout s'articulait autour de ces deux matières. Et même du temps de le projet que portait le Shraf, c'était aussi autour de ces deux leviers qui sont les mathématiques et, euh, et la philosophie. Donc leur départ a ouvert la voie à une autre logique, celle d'une école administrative. On ne parle que des questions de langue, comme si la langue pouvait permettre la mise en lumière, si j'allais dire, de la formation. Donc, celle d'une école administrative, gestionnaire, plus soucieuse de faire réciter que de faire penser. Nous avons vu des élèves qui cherchaient à acheter ce qu'on appelle le buhout. Donc, des élèves, on leur apprend à ne pas réfléchir, à acheter ce qu'ils appellent el buhout. Et à l'université également, où dans tous les programmes, et j'ai enseigné au programme, donc au département de français, il y avait, donc j'ai vécu, j'ai été formé par, donc j'ai été formé dans les années 70 dans deux filières, histoire, et puis par la suite j'ai fait une autre licence et que je continue par la suite, et département de français. Dans les deux cas, là en arabe et l'autre en français. Dans les deux cas, la philosophie et l'épistémologie étaient des éléments fondamentaux. Étaient des éléments fondamentaux, que ce soit en histoire, nous faisions l'épistémologie et histoire des sciences, nous le faisons également, nous faisions même au département de français. Donc, et dès le départ à l'époque, c'était jusqu'à, il y avait comme ministre de l'enseignement supérieur, il y avait Yahya, puis il y a eu quelqu'un qui s'appelle Abdelatif Farhal, où on insistait sur ces deux dimensions qui sont importantes. C'est sur la pensée critique au niveau de l'université, et nous interrogions, par exemple dans le département de français, ce qu'on faisait, c'était d'interroger le fonctionnement de la langue, les mécanismes de son fonctionnement, et également en histoire, c'est la même chose, c'est le processus historique. Nous interrogeons le fait historique, c'est tout extraordinaire, chose que nous ne trouvons plus aujourd'hui. Jamais. À l'époque, en droit, il y avait philosophie du droit, épistémologie également. Maintenant, apparemment, ça n'existe plus. Il y a un recul, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec les mathématiques, avec la philosophie, a disparu, ou du moins a subi une régression depuis les années, disons, 80. 80. Et c'est pour cette raison que nous devrions justement revoir complètement le fonctionnement de l'enseignement en Algérie. Or, parler pour imposer un discours en marginalisant la philosophie et les mathématiques est un choix idéologique, une discipline qui apprend à douter, à démontrer. Et je reviens au département de français. Et puis, il y a eu une idée compréhensible. C'est de considérer que une licence de français à l'université, c'est une sorte de reproduction du lycée. C'est la grammaire, la conjugaison, etc. Ça, c'est extraordinaire, c'est ce que nous ne faisions pas. C'est ce qui ne se faisait pas avant dans le programme de
Ben Yahya. Parce ce qui était important, c'était le questionnement, pas la la reproduction des normes, des règles. Lui, c'est l'interrogation, le questionnement de ces règles. Bien. Une discipline qui apprend à douter, à démontrer, à ne rien tenir pour acquis, dérange nécessairement ceux qui préfèrent l'adhésion à l'examen critique. Ce n'est pas un hasard non plus si, chez nous, depuis les années 80 essentiellement, des figures comme Ibn Rushd ou Ibn Khaldoun, de monuments de la pensée critique en terre arabo-musulmane, sont depuis longtemps quasiment absentes de nos programmes. Ibn Khaldoun, on en parle. Ibn Rushd. Il n'est pas inutile de rappeler qui était vraiment Ibn Rushd, mort en 1198 dans une Andalousie charnière entre Al-Murabitin et Al-Muwahidin, les Almoravides et les Almohades. Il a consacré une partie de son œuvre à répliquer aux thèses d'Al-Ghazali, qui est mort en 1111. Dans l'ouvrage fondamental est Tahafut al-Falasifa, qui est une critique de la philosophie, donc l'incohérence des philosophes. Il attaquait notamment Al-Farabi et Ibn Sina. Ibn Rushd lui opposa un texte devenu aussi célèbre, Tahafut al-Tahafut, ou l'incohérence de l'incohérence, défendant la légitimité de la raison philosophique face au discours de Ghazali. Ibn Rushd distinguait trois catégories de discours. Déjà, vous voyez, celui du commun, dominé par l'anarchie argumentative. C'est le premier discours. Celui fondé sur la raison et les preuves tangibles, et le discours démonstratif, réservé à une poignée d'esprits rigoureux. Et c'est pour cette raison, je reviens toujours à ce verset extraordinaire du Coran, sur cette chose justement de l'apprendre, d'apprendre le Coran et de connaître un petit peu. C'est ainsi que j'ai compris une chose qui est fondamentale, c'est d'éviter les ignorants. C'est ce que nous dit aussi. Tout discours marqué par l'ignorance, il faudrait l'éviter. Interroger, oui. Et Ibn Rushd nous propose justement, donc dans cette triade, si on peut parler ainsi, un discours qui est important, qui est fondamental, c'est le discours démonstratif, réservé à une poignée d'esprits rigoureux. On lui prête cette formule devenue proverbiale. C'est pour cette raison que l'intelligence est parfois suspectée. L'ignorance mène à la peur, et la peur à la haine. Évitant. Parce que dans les réseaux sociaux, il n'y a que ça, c'est-à-dire l'ignorance. Souvent, du moins. Souvent. Il y a des textes qui se distinguent par leur force. Ibn Khaldoun, quelques siècles plus tard, va reprendre un certain nombre d'intuitions d'Ibn Rushd et Al-Farabi, dans ce qu'il appelait
al-asabiyya, tout en fondant le premier, donc une méthode d'observation critique des sociétés. Il parlait déjà de l'importance d'une sorte de neutralité opératoire. Ibn Khaldoun. Donc, d'éviter ces insultes, ces anathèmes, ces invectives, mais d'aller dans une neutralité opératoire qui nous permet de débattre, qui nous permet de discuter, qui nous permet d'avancer. Donc, une forme d'observation sociologique avant la lettre. Ibn Rushd fut aussi extrêmement progressiste, et c'est pour cette raison, peut-être, que dans beaucoup de pays arabes, il n'y est pas. Alors que, paradoxalement, il est enseigné dans la plupart des universités européennes, américaines, et même, c'est vrai, en Indonésie, en Turquie et en Malaisie. Mais pas dans les universités arabes ou trop peu. Donc, il dénonce, lui, dans son travail. Donc, par exemple, c'est quelqu'un qui s'est battu. Et là, c'est un autre problème. C'est ce que nous voyons aussi sur les réseaux sociaux. Les attaques continuent contre les femmes. Lui, il défend la condition des femmes, il dénonce l'enfermement de leurs talents dans les seules tâches domestiques. Il considère que cet enfermement domestique, de l'enfermement des femmes, est à l'origine de l'appauvrissement collectif des sociétés. Ce courage lui a valu, bien entendu, le bannissement, la destruction de ses livres, l'exil. Paradoxalement, ce sont les Européens qui recueillirent son héritage, comme celui d'ailleurs d'Al-Kindi, d'Al-Farabi, d'Ibn al-Arabi et de bien d'autres. Ce sont les Européens donc qui recueillirent son héritage et le firent fructifier. Cette leçon devrait nous hanter. C'est au moment même où l'attachement à la philosophie déclinait dans les sociétés européennes, dans les sociétés musulmanes, pardon, dans les espaces musulmans, dans les universités, que l'Europe, elle s'en emparait pour construire sa propre modernité. Dans ce ring idéologique, où l'on s'invective sur les réseaux sociaux, où l'on traite les uns de traîtres et les autres d'ignorants, il y a un grand absent. Il y a un grand absent, l'école elle-même comme terrain. On ne parle presque jamais de l'élève, comme s'il n'existait pas. On ne parle jamais de l'école comme si elle n'existait pas, ou comme un espace extérieur, imaginé, lieu d'illusion, un mythe. On ne parle presque jamais de l'avenir de l'école, à travers elle, de l'avenir du pays. On est en plein souk des extrémismes.
qui oublie le sujet pour ne retenir que l'objet, la polémique, pour la polémique, sans queue ni tête, expression d'une pauvreté intellectuelle qui touche jusqu'aux profondeurs de l'université et de l'école. Ce qui manque, ce n'est pas de la passion, non. C'est plutôt peut-être la passion, une passion froide, où nous discuterions des choses, des objets, dans leur profondeur, en nous acceptant, en acceptant l'idée de l'autre, en l'interrogeant. Donc ce qui nous manque, c'est un véritable projet, un projet qui prenne de la distance avec les postures et les querelles de personnes, tout en restant ancré dans le terrain réel, la classe, l'élève, l'enseignant, avec des objectifs didactiques et pédagogiques clairement énoncés. Un projet qui ose reposer la question simple et pourtant systématiquement esquivée: quelle place, je dis bien, quelle place voulons-nous donner demain au doute méthodique, à la pensée abstraite dans la formation de nos enfants? Retrouver un débat digne de ce nom suppose de sortir de la logique de la diabolisation. Dans ce cirque d'extrémisme, les uns diabolisent les autres, chacun au nom de ses vérités, vérités toutes faites, des présupposés, des préjugés idéologiques. Penser, c'est résister au discours facile, au récit facile. Tout récit, tout discours devrait être argumenté. Il ne s'agit pas d'ériger quiconque en vérité intouchable. Il n'y a pas de vérité intouchable. Toute vérité est à interroger, mais de défendre des positions fondées sur des faits, des observations et des arguments, jamais sur l'anathème. Tout est à discuter. Mais, il faudrait qu'on arrive à une situation, à un moment où l'investigation devrait partir du terrain, dans toutes les disciplines, dans tous les éléments de la vie sociale et intellectuelle. Pas d'évidence, pas de vérité toute faite. L'intellectuel, le pédagogue, le chercheur, dignes de ce nom, ne sont ni des laudateurs, ne peuvent être, ne devraient plutôt être, parce que à l'université, par exemple, nous n'avons que beaucoup de laudateurs à lire un petit peu ce qu'ils écrivent sur les réseaux sociaux, sans qu'il y ait un questionnement, sans qu'il y ait un doute, sans qu'il y ait des références. Donc l'intellectuel, le pédagogue, le chercheur digne de ce nom ne devrait être ni des adorateurs, des laudateurs, ni des accusateurs systématiques, comme si rien ne va plus systématiquement. Le nihilisme ne mène nulle part. Le nihilisme
ne mène nulle part. Les intellectuels, les pédagogues doivent éclairer, montrer la voie, bien sûr à partir de faits, même quand cela dérange. Ils ne doivent rien à la flatterie des masses, ni à la tentation du pouvoir. Ils peuvent être isolés, seuls, mais seuls devant leur propre vérité. C'est très important. Ce n'est pas le nombre qui fait la science et le savoir. Pas du tout. Leur autonomie, leur distance critique vis-à-vis du terrain qu'ils étudient sont précisément ce qui permet d'interroger sans trahir. C'est cette exigence-là qui devrait présider à tout jugement porté sur un pédagogue, un chercheur ou un intellectuel, et non l'étiquette apposée, sans lecture ni investigation. Ce qui se joue derrière les attaques contre un écrivain, contre un pédagogue, contre un spécialiste en pédagogie, contre un sociologue. Derrière la réduction de la philosophie à la littérature et des mathématiques au calcul et à la comptabilité, derrière l'oubli d'Ibn Rushd et d'Ibn Khaldoun dans nos programmes, c'est un choix de société. Un choix de société. Un choix qui, sous couvert d'engagement, d'authenticité, quelle authenticité, sert en réalité des intérêts idéologiques précis. Celui de préférer des esprits qui obéissent, des esprits qui reproduisent, à des esprits qui interrogent, qui doutent. Redonner toute leur place à la philosophie et aux mathématiques. Ce n'est pas une simple nostalgie de gens que j'ai, je le dis, subjectivement, admiré à un moment donné, Ashraf et Ibn Yahya. Ils aimaient leur pays. Donc ce n'est pas nostalgie, ce n'est pas par nostalgie, ni l'éthisme, quand je dis que ce devrait être les spécialistes qui devraient parler des questions qui les touchent, qui les concernent. Et éviter de chercher chaque fois la polémique, chercher chaque fois à entrer en conflit avec les autres, ou à répondre aux autres, sans comprendre un petit peu le fonctionnement, que ce soit des langues, comme je le dis, il n'y a pas de langue nationale. La langue nationale est un choix politique. Le français est un choix politique en France. L'allemand est un choix politique en Allemagne. Il n'y a pas aussi de langue scientifique, ça n'existe pas. Il y a des langues qui ont leur importance au niveau de la diffusion, de la distribution, de la communication, pas au-delà, du moins dans la recherche. L'enseignement et la recherche sont assurés dans d'autres langues que l'anglais. Par exemple,
l'enseignement et la recherche en Chine sont assurés en chinois. En Allemagne, c'est en allemand. La diffusion, il y a un peu plus de, je crois, 60% qui est maintenant diffusé en anglais, c'est l'anglais. C'est tout à fait normal parce que l'Amérique, ce n'est pas l'anglais qui permet à la science d'exister ou permet donc qui produit le savoir, pas du tout. C'est tout simplement parce que l'anglais est la langue de l'Amérique, qui est une puissance. C'est la puissance américaine qui produit le savoir. C'est la puissance chinoise qui produit la connaissance, non le chinois. Peut-être demain, nous aurons le chinois comme une langue de diffusion. Il n'y a pas de langue belle, de langue laide, de langue scientifique, de langue pédagogique. Toutes les langues se valent. La langue n'est forte que si elle est portée par une puissance économique et militaire forte, tout simplement. Donc redonner toute leur place à la philosophie et aux mathématiques, c'est fondamental, c'est important. Et il faudrait revenir sur ces décisions. C'est important, que ce soit pour les mathématiques ou la philosophie. Donc, c'est reconnaître qu'aucune société ne peut affronter les défis de la géopolitique, de la médecine, de la technologie ou de l'intelligence artificielle sans les outils de l'abstraction et du doute méthodique. Si les gens ont appris à reproduire uniquement, ils n'apporteront rien, ni à l'intelligence artificielle, ni à la technologie, ni à la médecine, ni à la chimie, ni rien. Et ce qui nous aide justement à aller de l'avant. Donc, au niveau de l'intelligence artificielle, de la technologie, de la médecine, ce sont la philosophie et les mathématiques, mais bien entendu, bien enseignées. Pas comme ces dernières décennies où nous avons confondu littérature et philosophie et mathématiques et calcul ou comptabilité. C'est plus que ça. C'est aussi plus simplement redonner à l'élève, grand absent de nos polémiques, la place centrale qui devrait toujours être la sienne. Nous devrions penser à l'élève, réfléchir sérieusement à la relation pédagogique, à la relation didactique, avant de prendre quelque décision que ce soit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette intervention vous aura donné matière à réflexion et peut-être à débat. Un vrai débat, argumenté sans anathème. Je ne veux pas que pour ce type, pour tous les débats d'ailleurs, pour tous les sujets, qu'on insulte X ou Y, qu'on vienne avec un discours nihiliste, mais qu'on argumente, qu'on vienne avec des arguments, avec une certaine rigueur. Et je comprends pour quelle raison beaucoup n'aiment pas intervenir dans les vrais débats. Et là se pose un problème au niveau de la formation de nos universités. Dès qu'il s'agit de vrais débats, pas uniquement à l'université, pas uniquement
à propos de nos vidéos, à propos de certains textes sur YouTube, sur Facebook ou ailleurs, mais même à l'université. Quand il s'agit de vrais débats, souvent, c'est le silence. Parce que beaucoup n'ont pas appris à débattre, à discuter, à interroger, à observer. Donc, n'hésitez pas, chers amis, à partager votre avis en commentaire. Euh, Surtout si elle vous a intéressé, elle vous a parlé, elle vous a... Donc, si vous avez senti la nécessité d'apporter un autre son de cloche, ou peut-être même, donc, dans le même sens, l'essentiel, c'est d'argumenter, de donner à lire la vérité serait très bien concrète, avec des expériences concrètes dans nos écoles, dans nos classes, et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines réflexions. Je sais que beaucoup n'aiment pas avoir des discussions sérieuses. Ils préféreraient asséner des vérités, des jugements. C'est plus facile et c'est plus confortable. Ça nourrit les polémiques. Ça pourrait peut-être, pour eux, ils attendent autre chose. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce que nous devrions gagner en tant que société. C'est ça qui est important. C'est ça qui devrait être important. Merci beaucoup, chers amis, et à bientôt. À bientôt.